Bien. Donc maintenant, nous allons passer donc, au deuxième exposé donc, de Laura. Donc, le titre de Laura, c'est Amour en fuite, amour fugace. Son argument qui est très court, je le lis donc à partir de deux films donc, que Belle du Seigneur et Les Amants crucifiés. Donc, Belle du Seigneur à partir du roman d'Albert Cohen et Les Amants crucifiés, donc c'est j'ai oublié, de Kenji Mizoguchi, pardon. Je proposerai d'interroger l'amour depuis les registres imaginaires et symboliques chez Lacan, donc en indiquant qu'il s'agit d'un travail préliminaire. Donc à toi, Laura, on t'écoute. Et merci François, merci à tous pour cette possibilité d'être avec vous. Bien, et premièrement, sur le titre, ce que j'aimerais dire, c'est que si on est en train de penser les moments présents, et ça c'est très important pour moi de penser qu'est-ce qui s'est passé entre l'amour fugitif et l'amour fugace. Et donc, s'il y a la même racine étymologique avec fugitif, fugace, amour en fuite, et moi, je pensais comme la possibilité de voir, par exemple, un petit exemple que peut-être c'est plus près de moi et de Carlos, que c'est l'exemple de El Chapo Guzmán, qu'il fait sa fuite avec un tunnel qu'il a construit dans la prison. Mais la question c'est pourquoi dans les temps contemporains nous sommes en train de fuir de l'amour ou nous sommes en train de les amours fugaces et avant c'était des amours fugitifs. Et donc avec cette question que j'ai, et l'important pour moi, c'est d'étudier ou de penser, nous, comme psychanalystes, qu'est-ce que c'est maintenant la contradiction entre la durée et la vitesse. Et si on pense la vitesse comme innovation avec le marché libéral, comment ça se marche. Et si ça marche autrement, comment on pense la durée contre la liberté, comment on pense l'instantané, l'instant contre la liberté et comment on pense aussi la prison contre la liberté et tout ça qui s'arrange dans le domaine de l'amour. Et donc, ce que nous avons maintenant, c'est une vitesse boulimique et qu'on doit faire tout dans une vitesse extraordinaire et pas seulement la vitesse où on doit acquérir les objets, la vitesse de la consommation, mais aussi le corps. On fait de notre corps un objet de consommation pendant que nous consommons à nous-mêmes. Et pour continuer dans la vitesse, bien sûr, toutes les vitamines, tous les Red Bull, toute la nouvelle langue et avec deadline. Et moi, que je travaille à l'université, il y a toujours des deadlines. Ça veut dire de la ligne de la morte, mais aussi de la ligne de la parole qui s'appelle speed dating. Et aussi ça avec le temps. Mais il y a un autre élément que c'est l'élément du corps. Et maintenant, l'élément du corps, on ne peut pas s'absenter à les penser. Absenter, c'est l'absence de sens et l'absence de sexe. Absence, l'absence de sexe avec du sens.
jouer avec ce type de paroles pour penser aussi notre contemporanéité. Et maintenant, je m'appuie sur un professeur new-yorkais qui a écrit un livre qui s'appelle From the Greek to the Game of Thrones, des Grecs jusqu'au moment d'arriver au jeu de Thrones. Et ce qu'il pense et que c'est très important parce que bien sûr je viens d'une autre époque que notre corps a disparu complètement de la séduction ou de beaucoup de séduction. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vous rappelle au moment qu'on connaissait quelqu'un avant, c'était d'aller avec son corps en bar, en fête, en rencontre. Et s'il y avait quelqu'un d'autre qui venait nous rencontrer, et si on voulait, on restait, mais sinon, il fallait faire quelque chose pour déplacer cette corps. Il fallait dire, bien, on m'attendait ailleurs, ou bien, au revoir, j'attendais de vous faire connaissance. Il fallait se bouger avec cette corps-là. Maintenant, avec Tinder, Grindr et tout ça, il n'y a pas de corps, il y a seulement des images. Et donc, l'image est devenue, dans la lecture de Daniel Mendelssohn, que je suis tout à fait d'accord, l'image est devenue quelque chose de numérique pour faire les déchets. Et dans cette faire les déchets, c'est comme une information qu'on accepte de rejeter. Donc, est venue, comme vous connaissez, une nouvelle parole qui s'appelle ghost. Et ghost, il y a des choses importantes avec les ghosts, les fantômes. Il y a l'absence de corps, parce que les ghosts n'ont pas de corps, et le ghost est seulement de l'image sans corps. Et le ghost, c'est quelque chose de la mort qui vient à la vie et qui nous perturbe et qu'on essaye de ne pas trop les rencontrer. Au moins, on essaye. Et donc, avec ça, c'est que j'ai voulu, parce que ça m'intéresse énormément, c'est ce que je vous dis, c'est une pensée work in progress, mais avec ça, j'ai trouvé des films que ça m'avait beaucoup intéressé pour penser le symbolique. Les premières, c'est celui que vous connaissez, je pense qu'énormément, qui s'appelle Belle du Seigneur, écrit en 1968, et c'est un film de 2012. Et donc, je vous rappelle, très, très vite, il y a 3 personnes. Il y a Solal, qui est l'homme riche, très, très beau, que c'est un juif et que c'est le propriétaire de l'entreprise. Il y a Adrien, que c'est un bureaucrate qui n'est pas trop extraordinaire et qui ne travaille pas assez et donc est complètement soumis de Solal. Et il y a la belle, et la belle, c'est Ariane, et donc il y a un couple de foudre et Solal tombe amoureux d'Ariane et donc il se débarrasse d'Ariane, il l'envoie au sud de la France pour avoir cette affaire avec Ariane. Et donc, le deux profite de la situation que le mari est ailleurs, mais le mari vient dans ce moment qu'on ne l'attendait pas, découvre la situation, se suicide, et donc il n'y a rien à fuir. Il n'y a pas aucune fuite à faire. Et donc, c'est très intéressant parce que comme il n'y a pas de problème, il faut les inventer. Et donc, invente la jalousie, invente les énormes problèmes et des difficultés, invente tout ça au milieu
dès qu'il y a une image qui ne peut pas se voir, qui ne soit pas la belle image. Ça veut dire que la femme qui travaille avec eux dit, ben, d'une façon ou de l'autre, le vrai amour, c'est de nous voir comme nous sommes. Mais il fallait se rasser 3 fois par jour pour être beau, et elle aussi, et tout ça. Et finalement, ça finit très mal. Mais ça m'a donné quelque chose sur le narcissisme et sur la condition d'image. Et quand on n'a pas un persécuteur externe du symbolique, comment ça tombe et comment on arrive à cet temps maintenant que c'est notre modernité où les symboliques commencent à s'écraser. L'autre film que je vais vous raconter, c'est un film de 1956 de Misoguchi qui s'appelle Les enfants crucifiés. C'est un film extraordinaire où je n'ai pas trouvé le trailer, seulement un petit spot que j'ai envoyé à François. Et ce film, il y a bien sûr la femme qui s'appelle Osan et Mohei, que c'est lui qui travaille pour l'homme riche, qui s'appelle Ishun. Il n'y a pas d'amour entre l'épouse et l'employeur, mais il y a une confusion. Elle demande de l'argent parce qu'elle n'a pas de possibilité de demander à son mari, parce qu'elle a trop de peur pour demander à son mari, demande à l'employeur de prendre de l'argent de son mari. L'employeur le fait, le mari se rend compte et il y a tout des types de confusion qui pensent que sont des amantes. Ils doivent fuir et dans la fuite, se rendent compte qu'ils sont amoureux et décident de ne pas se suicider, sinon de continuer dans la vie. Et finalement, les rencontres avec, c'est le Japon féodal, c'est un film très, très beau. Et le mari, pour éviter la perte d'honneur, le mari dit qu'elle ne va pas pardonner sa femme et sa femme peut retourner avec lui sans énorme problème. Mais tout le peuple du Japon se rend compte qu'ils ont devenu des maris et c'est le peuple contre la vie du mari qui termine pour les crucifier. Ça veut dire tout un symbolique au-delà de la parole du mari qui soutient. Donc, je demanderai à François de mettre les 2 films et après de faire, je vous continuerai un petit peu avec mes réflexions, mais avant le film. Alors, je vais essayer parce que je n'ai pas l'habitude de faire. Je sais qu'il y a le truc, c'est que je ne sais pas comment partager le son. Alors, plus. Partager l'audio. Voilà, ça doit être marché là. Vous levez la main si vous entendez le son. Je pense que tu dois mettre dans le son et là. Aha. おすすめいたします。こないに来たのをなってしもうて、はようきれいに言うてみたい。何をおかけして申し訳ございません。私の足が弱いので迷惑をかけるけど、こないな楽しい旅はないのや。ほんまに嬉しいと思うてる。佐賀村の考察ではお上が探しているのは私一人と分かりました。
お三様のことは内々になさるおつもりに違いございます。何を言い出すのよ。遅なってしまって。これよく薬だな。さあ出しなされ。すみません。どこやどこや。それかそれかや。いいな。土の上を踏んだこともないような足やな。でどこ行きなさんだ。桐戸の文殊様へお参りに。楽しみなこっちゃ。どこや。ここか。連れさんはどうしたんよ。申し訳ございません。大教授をお帰りなさいます。旦那様も喜んで迎えてくださいます。どうぞどうぞお帰りなさいください。私お前なくて生きていけると思ってるのか。お前はもうここにいやない。私の夫よ、旦那様よ。悪うございました。悪うございました。もうそばを離れます。もう離れます。この様子私も浪人で失速はしているが、これに金の心配をさせるほど老いぼれても。Alors, on va chercher dans... C'est bien, l'autre. Oui, ça c'est bien, ça, c'est seulement pour montrer. My name is Solal de Solal. I am a haunted man. Haunted by a woman who looked at me without even seeing me. A married woman. She haunts my thoughts. My Himalayan queen. If in 1 hour you are not on your knees, I'll promote your husband to head of section. It's so beautiful, Ariane. Stay inside me.
she knows nothing about him. Nothing. It seems you have a vicious enemy in your ranks. A vicious inner enemy. To be separated from her, I'll die of grief. But I'm frightened of what I do to her if I stay. I've decided to break with everything around us. Only one thing matters now. Us. My only country is woman. That's funny, coming from a professional seducer. I'd be lost without you, Salome. Their love is haunted by electric spooks. Can't you see? You're degrading our love. And she knows nothing about him, nothing about him, nothing about him. My name is... Voilà. Voilà, merci François. Donc, ce que je vous propose maintenant, ça sera beaucoup plus vite, bien sûr, mais c'est comme on vole en ballet de sorcières pour voir comment cette situation du symbolique n'était pas trop liée avec l'amour. Et les premières choses que je prends, c'est le corps de la modernité de Gérard Ier qui dit que dans le patriarcat, c'était assez difficile de vraiment pouvoir aimer son épouse parce que vraiment l'épouse était choisie pour donner des enfants au père. Et dans ce sens-là, ce que voulait, c'est l'amour du père en choisissant la femme pour continuer les patronymes. Donc, amour, c'était complètement séparé de la possibilité de la volonté et absente du désir. Et pour le côté des femmes, il y avait seulement une possibilité, le mariage pour se sauver de son père et pour être dominée dans ces domaines-là. Et dans cette recherche, bien sûr qu'il y a des femmes qui se rebellent, qui sont les femmes mystiques. Par exemple, on peut trouver bien sûr Cassandre, qu'on a parlé dans l'autre l'année dernière. Et on peut parler aussi à Médée et les Bacchantes, qui sont les filles de Dionys, qui vraiment arrachaient les pénis et mangeaient les pénis et tuaient les hommes dans la fête des Bacchantes. Mais c'est vraiment, ce sont des femmes qui produisent quelque chose à partir de leur expulsion. Mais la situation importante, c'est que dans la Rome païenne et au commencement du christianisme, vraiment, les hommes étaient punis pour si aimer trop la femme et considérer que celui qui vraiment avait des excès dans la rencontre sexuelle était aussi pouvait être qualifié comme uxoricide, comme celui qui tuait la femme. Et il y a Saint Jérôme qui dit que c'est jamais, que c'est vraiment un pécheur, c'est lui qui prend sa femme comme son épouse comme une amante. Et on peut continuer. On peut continuer, bien sûr, et dans ce sens-là, et on arrive au Moyen-Âge, et avec le drame de Roméo et Juliette. Il y a Vivi un'esperienza da eroe in corsia con il dottor Who su Mediaset Infinity. Non perdere le 3 stagioni complete di New Amsterdam. Mediaset Infinity.
C'est bon? Vas-y, D'accord. continue. Voilà. Merci. Et dans ce sens-là, je peux rappeler l'amour courtois que le travail Lacan dans le séminaire 20, qu'il dit que c'est le commencement de la sublimation, de l'amour sublime. Et il dit que d'une façon ou de l'autre, et bien sûr que c'est l'amour adultère, l'amour courtois, qui s'est persécuté dans ce moment-là pour les pactes sociaux du christianisme, parce que c'était vraiment c'était la façon du théâtre, et ça dit Lacan sans corps. Mais maintenant qu'on a traversé la situation de sans corps, on dira avec un corps sans génitalité, mais que c'était la sublimation de l'objet et avec ça, c'est la figure de la dame comme la chose, comme l'élément impossible. Et dans ce sens-là, c'était la dame comme l'intouchable, mais au même moment de l'amour courtois, jusqu'au XVe siècle, et je vous rappelle que les grands messieurs féodaux avaient la possibilité d'être lui, c'est lui qui avait le premier rapport sexuel avec la Vierge. Et pas le mari, le jour du mariage, c'était le monsieur. Et je trouvais que c'est après Isabelle la catholique, au commencement du XVIe siècle, que ça c'était interdit. Et même dans le tabou de la virginité, Freud parle que les sorciers a le droit de la virginité. Pour un côté, c'est le sublime, la femme sublime, et de l'autre côté, c'est on peut avoir la femme comme objet et avoir cette possibilité. Bien, ce que je vais arriver c'est à la modernité, et la modernité, je ne parle pas de maintenant, je parle du XVIe siècle. XVIe siècle, qu'il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui parle du XVIe siècle comme le siècle bâtard. Et pourquoi le siècle bâtard? Parce que c'est le siècle où vraiment ça commence à poser des questions autour des pères. Et qui commence à poser les questions autour des pères, Henri VIII, avec sa fille bâtarde Elisabeth, et que Shakespeare fait tout à Hamlet, inspiré pour toute cette drame, mais qu'il l'envoie à Danemark pour la protection. Et la modernité, c'est que, comme on va la comprendre avec Sloterdijk, c'est la antigénéalogie. C'est d'une façon ou de l'autre, c'est le commencement à faire une blessure à la tradition. Et faire une blessure à la tradition, c'est faire une blessure au père et aux parents. Et donc, avec ça, c'est qu'on a dans ces moments-là, si on a une blessure de la tradition, l'amour se place de autre côté. Et au moins, il y a une petite permission à cette possibilité de rencontrer l'amour, ou au moins le chant de l'amour commence là, que ne doit pas suivre la loi du Père. Et donc, on dit pourquoi l'amour continue à faire énormément de problèmes et pourquoi il y a une malédiction de l'amour ou même que malédiction du sexe. Et on peut trouver peut-être 3 éléments. Et le premier élément, c'est l'élément de la fusion. L'élément de la fusion, c'est déjà dans la Bible et c'est déjà dans les banquets de Platon avec le discours d'Aristophane. Et rappelez-vous que nous étions des sphères et comme nous avons voulu
vraiment avoir plus de pouvoir. Ce sont les titans qui nous ont dévissés et qu'on est toujours en train de chercher la moitié orange. Et donc, ça, c'est un problème énorme. Et le problème de la maldition dans la grammaire inconsciente, qu'il faut vraiment trouver cette fusion, devenir un. Et on le trouve dans la Bible, que de deux, il faut devenir un. Et ça, c'est dans la Genèse. L'autre, qui le travaille aussi François Rostand, que c'était intéressant, c'est le dire qu'il faut vraiment, avec l'amour, il faut avoir la déclaration. Et donc, toujours dans la déclaration, il travaille dans le théâtre, il travaille sur le théâtre classique, et avec cette déclaration, il faut le déclarer tout le temps. Et donc, ce n'est pas assez pour dire tout le temps, je t'aime, c'est la déclaration que c'est quelque chose d'important, et donc, ça nous mélange avec les manques. Et donc, la déclaration d'amour, c'est toujours une confession, et en confession, qui pourrait mettre un point de capitole. Un point de capitole ou donner, comme François nous disait, donner un nom. Pas rester dans l'anomie, sinon donner un nom. Mais avec la donation d'un nom, c'est le pronom. Tu es ma femme, tu es mon mari, et tu es mon fiancé. Et après ça, c'est vraiment cette définition performatique que toujours il y a quelque chose en échec. Parce que les épouses sont comme ça, comment il faut faire une épouse pour être comme ça. Et les maris sont comme ça, les fiancés sont comme ça, et donc, et tout est la mienne. Et donc, dans cette position, il y a une réduction de l'autre, vraiment à l'extension de l'autre corps, et c'est qu'il y a, c'est la position. Et je sais qu'il y a en France, mais on peut parler dans l'Amérique latine, et ce problème de patriarcat et de position est encore assez grave. Il y a comme 10 ans, je travaillais avec des hommes qui étaient dans la prison parce qu'on était des féminicides, ça veut dire qu'ils avaient tué leur femme, et vraiment, presque tous, au moment que je demandais pourquoi vous avez fait ça, ils m'ont dit, je préfère que ce soit des gusanos, des insectes, et je préfère que ce soit des vers, qu'elles soient rongées par les vers, que soit d'autres. C'est impossible. Plutôt qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, ça c'est très intéressant, la condition de notre grammaire inconsciente, parce que je ne vais pas dire qu'elle ne soit pas dans l'inconsciente, et donc l'amour devient une malédiction. Et dans cette condition de malédiction, on a aussi la condition de notre première question, l'instant, la duration, et la vitesse, l'innovation, et qu'est-ce que c'est vraiment une vie qui a des sens et une vie en absence. Et donc, avec ça, il y a des différentes positions avec des philosophes, par exemple Luc Ferry, qui a écrit La Révolution de l'amour. Il dit maintenant que personne ne veut mourir pour la révolution, personne ne veut mourir pour la patrie, personne ne veut mourir pour la politique ou pour la religion. Donc, il y a quelque chose que l'unique raison qu'on a quelques sacrifices qu'on pourrait mourir, c'est pour sauver son fils, pour vraiment donner l'amour à son fils. Et donc, dans cette façon d'être plus individualiste, il trouve
qu'il y a une émergence de forces collectives. Et dans cette émergence de forces collectives, et ça nous lie, et par exemple, si la modernité, et ça c'est une question qu'on s'est posée avec François, si la modernité et la postmodernité, quand on a perdu toutes les idoles, ça a pu faire naître des petites luttes collectives, par exemple les gays, les lesbiennes, tout ça. Si cette mort de Durand a permis cette renaissance. Et, il y a l'ère du vide de Lipovetsky, qui est assez pessimiste sur l'amour. Et il y a Max Weber aussi, qui dit que vraiment dans le marché libéral, l'amour ne peut pas se soutenir. Mais il y a une autre position, que c'est la position d'Alain Badiou que j'aimais, que c'est un livre écrit en 2009, Éloge de l'amour, que c'est un journaliste qui l'entretient. Et ce qu'il dit, c'est que d'une façon ou de l'autre, il peut faire un pari à l'amour, mais l'amour jamais comme fusion, et l'amour pas comme deux, était dans une confrontation d'altérité, mais l'amour comme trois, deux corps, mais en essayant de faire face au monde et essayant de s'inclure dans le monde et vraiment en acceptant l'absolue altérité qu'il existe dans un être humain avec l'autre être humain. Et lui dit que ça, c'est un essai du collectif, parce que c'est vraiment se confronter avec l'altérité de l'autre, et dans cette confrontation, il peut avoir une autre création. Et il parle dans ce moment-là de Nietzsche, qu'il dit le pouvoir créatif de l'amour. Et que c'est un pouvoir créatif qui peut vraiment faire face aussi au marché libéral, que le marché libéral, c'est seulement l'instant de l'hédonisme. Et pour Lacan, il y a différentes positions, mais si je trouve dans le séminaire les symptômes, et il y a pour lui, l'amour peut aussi être un symptôme avec un âge de l'absence de sexe. Il n'y a pas de rapport sexuel, mais il y a de l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Que d'une façon ou de l'autre, je lis, l'amour possibilite la rencontre avec l'autre, que c'est en synthèse un symptôme, et un symptôme qui peut donner quelques nuages, que l'amour peut donner quelques nuages, bien sûr, que sont la rencontre des deux inconscientes avec des désirs inconscients, mais avec ça, la possibilité que si les symptômes s'inachent et c'est fait de la souffrance et du trauma, les symptômes avec un âge peuvent faire quelques réparations. Et de ça s'agit la clinique nodale. Et bien, c'est une façon de la penser, et aussi la fuite, une autre façon de penser, c'est de faire un nuage, et la fuite dans une possibilité de vivre et une possibilité de mort. Et pour fermer, je vous rappelle aussi la malheureuse histoire de Tolstoï, que dans la nuit de novembre 1910, il ne pouvait plus supporter sa femme. Et donc, il a choisi la fuite. Il a choisi la fuite et pas la séparation, parce que la séparation pourrait dire une autre pensée, mais il a choisi la fuite. Et il est mort de froid comme 3 jours après sa fuite. Et donc, on continue avec la psychanalyse, qu'il n'y a pas de solution générale, sinon
c'est le singulier qui nous invite à penser, mais avec notre époque aussi très, très difficile à déchiffrer. Donc, merci beaucoup pour votre attention et merci François pour l'espace.